y a des gens, leur conception de la vie, c'est ils peuvent que avoir les miettes, et il y a des gens, ils ont un culot pas possible, et pour eux, la vie est un grand banquet où il faut juste arriver et se servir et prendre ce qu'on veut. Ouais, les femmes, normalement, elles sont pas aussi réalistes que les hommes, et en soi, c'est totalement l'inverse. Les femmes sont bien plus réalistes que les hommes. Et s'il y a des gens, à chaque fois que vous les voyez, le premier truc qu'ils font, c'est sortir leur téléphone, même s'ils sont super sympas, c'est radical, mais c'est ciao. Mais qu'aurait fait Albert Einstein avec Internet? Qu'aurait fait Léonard de Vinci avec Internet? Et toi, en fait, qu'est-ce que tu fais avec Internet? Est-ce que t'es juste là en train de scroller sur des paires de fesses sur TikTok pendant qu'il y a des gens qui peuvent créer des startups? On pourrait souvent dire que le monde virtuel est maintenant un monde inhumain. En réalité, c'est l'inverse. C'est un milieu ultra humain, trop humain, surhumain. Aujourd'hui, on a trop mélangé les concepts de réussite avec le concept de percer. Percer, c'est quoi? C'est 1 million de vues, c'est 100 000 likes, c'est des chiffres absolument exorbitants. Et là, tu peux réussir ta vie, là, tu peux... Totalement faux. T'as des gens qui croient en la science comme des religieux croient en Dieu. En soi, ils comprennent rien à la science, ils comprennent rien à la logique, mais ils ont une foi, tu sais, dans les symboles. Il suffit de porter une blouse blanche pour que le symbole de ce que ça représente t'écrase. Dieu, c'est littéralement un outil, une conception mentale, une expérience qui est inévitable à l'être humain. Là, c'était vraiment le pire coup de pute faisable par une entreprise. Et donc, va donner de l'eau pas potable à un nourrisson. Ça le tue, c'est tout simple. Ça le tue. Et ils le savaient quand même. Ils ont écoulé leurs produits là-bas. C'est bon, du coup, tu peux y aller. Présente-toi un petit peu, dis-moi ce que tu fais. Alors du coup, moi, c'est Fabien. J'ai quitté les études il y a déjà quelques années. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et je me suis donné pour but, voilà, de me créer une vie d'entrepreneur où je vais être libre, où je vais pas avoir de patron. Et c'est à peu près le but principal, on va dire, de ces dernières années. Et puis on va voir ce que ça donne. Là, je continue à développer mes projets, à essayer de faire des connexions avec des gens intéressants. Et voilà, on va essayer de vivre la vie de rêve, de choper la vie par le callback et de la vivre à fond. Voilà, à peu près. Ah, j'ai vu que t'insistais pas mal sur ce truc, tu vois, l'image du banquet de la vie sur lequel on devait se servir. Ça veut dire quoi, ça, un petit peu pour toi? Qu'est-ce que t'entends par là? En gros, pour moi, c'est juste, comment dire, quand tu viens au monde et que tu nais dans une famille, en fait, il y a une espèce de paradigme qui t'est imposé inconsciemment. Et enfin, tu grandis avec une conception de la vie, tu construis ta bulle, tu construis ta bulle, tu construis ta bulle. Et en fait, tu crois que la vie est faite comme ça. Elle est faite avec des règles que tu peux pas briser. Elle est faite avec des conceptions que tu peux pas avoir. Il y a des choses que tu peux avoir, il y a des choses que tu peux pas avoir. Si tu fais ceci, il t'arrivera ça, etc., etc. Et en fait, à un moment de ma vie, j'ai remarqué que d'autres personnes avaient aussi un monde qu'elles avaient créé, et j'étais pas d'accord en fait avec leur conception de ah ben non, mais ça fonctionne pas comme ça. T'es bête, le monde il fonctionne pas comme ça se fonctionne comme ça. Et en fait, j'ai remarqué que en fait, on vivait pas tous dans ce monde où on comprend, plus t'avances dans la vie, plus tu comprends. En fait, on vit chacun avec nos règles, et que des fois, les règles ne s'appliquent pas dans les conceptions de la réalité des autres. Et je me dis, au début, quand j'étais gamin, je me disais, les autres, en fait, c'est juste qu'ils sont cons. Ils ont juste tort. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je suis exactement comme eux. Et j'ai commencé à voir, en fait, que des personnes voyaient, d'autres personnes avaient des choses que je désirais, et ils arrivaient en gros à se créer une espèce de vie que je désirais, mais que moi j'arrivais pas à avoir. Et en fait, je me disais, mais en fait, c'est juste qu'ils ont une conception de la vie qui est différente. Et des fois, en fait, on se crée une conception de la vie où on peut pas avoir certaines choses. Et il y a des gens, ils vivent cette vie en se disant, en fait, je peux les avoir. Et c'est pour ça qu'en fait, je me crée cette nouvelle conception où, en fait, si un être humain a réussi quelque chose, tu peux le faire. Si un être humain a pu faire, a réussi une performance, en fait, c'est que c'est juste humainement possible. C'est pas juste lui. C'est pas juste en fait, c'est juste une conception du monde qui est différent. Maintenant, en gros, au lieu de confronter mon monde à son monde, je vais essayer d'incorporer sa conception du monde à mon monde. Et à un moment, je me suis posé la question, ok, c'est quoi la conception, la conception du monde la plus exacte et la plus juste et la plus profitable pour vivre la meilleure vie possible. Et pour moi, en fait, c'est énormément lié avec le fait de voir tout comme une opportunité, de voir la vie comme un espèce de grand banquet où tu peux te servir. Il y a des gens, pour eux, leur conception de la vie, c'est quelque chose où ils peuvent que avoir les miettes, et ils ne peuvent que avoir les bons morceaux si on les autorise à en prendre. Et il y a des gens, ils ont un culot pas possible, et pour eux, la vie est un grand banquet où il faut juste arriver et se servir et prendre ce qu'on veut. Et en fait, ce truc de... ta conception du monde crée en fait ton existence.
t'as une conception du monde pourrie, tu vas avoir une vie pourrie. T'as une conception du monde où tu peux vivre librement et tu peux vivre une vie incroyable. Et ben en fait, c'est ce qui va t'arriver. En fait, ça vient à peu près de là, voilà. Ok, ouais, donc c'est vraiment pour toi, genre c'était très clair, parce que je suis un peu en parti gros, voilà, de tous les côtés. d'avoir un état d'esprit, un mindset d'abondance où vraiment tes croyances en vrai limitent tes résultats, c'est ça? C'est exactement ça. C'est en fait c'est un peu le concept de, en fait, on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Et en fait, quand tu vois dans le monde des portes ouvertes et des opportunités, et ben en fait c'est littéralement ce que tu vas attirer, c'est littéralement si ta perception est focus sur ça, en fait c'est à dire que c'est pas possible de les louper, tu vois. Si c'est tout ce que tu vois, c'est ce que la vie est faite de ça. Et si en fait tout ce que tu vois c'est des portes fermées, c'est des barrières absolument partout, en fait ta vie ne va être faite que de barrières et de portes fermées. Et ça se joue juste à en fait à une croyance, tu vois. Il y a des gens en fait ils vivent dans le même monde, ils vivent dans la même réalité, ils se croisent dans la rue, mais t'en as un, il a une conception de la vie qui lui permet de vivre la meilleure vie possible, et t'as d'autres personnes qui ont une conception de la vie qui leur met des claques à tout bout de champ en fait. Et à la fin de la vie, on veut tous vivre la même vie. En soi, on veut tous vivre une vie épanouie, on veut vivre tous une vie plaisante, mais à la fin, c'est notre conception de la vie qui va faire si on va pouvoir en vivre une vie plaisante ou vivre une vie désagréable. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Ok. Et donc pour toi, le but, c'est plus de chercher la vérité ou les choses qui nous servent, tu vois. Parce que, par exemple... voilà, dans tout ce domaine de croyance, il y a ceux qui vont penser « je vais chercher les choses qui me servent le plus ». Si cette croyance me sert plus, je m'en fous de savoir la vérité scientifique. Ou plutôt de l'autre côté, tu vois, des gens qui vont penser d'abord, je sais pas, tu vois, un truc voilà statistique, et qui vont te dire que ouais, mais en vrai, t'as peu de chance, peu de probabilité, etc. de réussir par exemple, ou tu vois, d'exceller dans... Alors en fait, ouais, okay, je vois exactement ce que tu veux dire. En fait, c'est vraiment un truc, la réponse est complexe parce qu'en fait, les deux sont corrects et les deux sont faux en même temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas, tu vois, on connaît souvent l'argument ah mais moi je suis pas pessimiste, je suis réaliste. En soi, comment dire, en fait je vais prendre parti. Pour moi, le plus important, c'est pas d'être une personne logique. Le début de tout pour moi, c'est d'abord la croyance émotionnelle. Les gens qui sont trop logiques ou qui se reposent trop sur l'esprit, en fait, ils se mettent une espèce de... Pour moi, personnellement, ils se mettent une barrière parce qu'en fait, la logique a ses limites, et essayer de tout conscientiser, en fait, c'est se rendre la vie comme un enfer. Tu peux pas tout savoir, tu peux pas tout connaître, tu peux pas avoir raison partout consciemment. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de pas vivre sa vie consciemment en essayant de tout justifier avec une étude ou avec un raisonnement pragmatique. Pour moi, la meilleure façon de vivre sa vie, c'est de le vivre à travers ses tripes. Parce qu'en fait, les gens qui... c'est une observation que j'ai faite, c'est que les gens qui vivent à travers leur esprit... enfin, c'est plus, comment dire... En fait, la vérité, elle n'existera jamais réellement. En fait, on est toujours biaisé, même si tu essaies d'utiliser de la logique, en fait, t'es biaisé. Et pour moi, c'est une meilleure façon de juste de vivre à travers ce que tu crois être possible. Parce qu'en fait, c'est toujours lié à une impression, en fait, à une impression réelle, mais qui est construite inconsciemment. Tu connais peut-être le concept de, en fait, ton esprit, il est composé de ton conscient et ton inconscient. Et ton conscient, en fait, c'est juste une toute petite partie de ton être. Mais en fait, ton inconscient, il est beaucoup plus immense. Et il a un contrôle bien plus important sur tes prises de décision, sur la façon dont tu construis le monde. Et donc pour moi, en fait, l'outil le plus juste, c'est pas son esprit conscient, mais c'est son esprit inconscient. Donc du coup, c'est tout ce qui est du ressort de l'intuition, les tripes, etc., etc. Parce qu'en soi, si en fait ton subconscient, ton inconscient est plus immense et plus puissant, c'est parce qu'en fait il a des outils plus précis en soi. Même si on pourrait penser l'inverse. En fait, c'est-à-dire que, je sais pas si tu vois cette situation où, par exemple, t'es dans une situation et en fait, ton subconscient, il te dit qu'il y a un truc qui va pas. Ah, là, je suis en danger. Ah, là, il y a un malaise. Là, il y a un truc qui va pas bien, tu vois. En soi, c'est, un sens ultra parfait et aiguisé. C'est la meilleure boussole que tu puisses avoir pour juger d'une situation. Parce que, en fait, c'est un outil qui a été aiguisé au fur et à mesure des millénaires, au fur et à mesure de l'évolution.
Tu vois, ton conscient, c'est juste un truc qui est né il y a quelques années. Mais le subconscient, c'est un truc qui est profondément ancré en toi génétiquement et qui a été aiguisé au fur et à mesure de plusieurs années. Et essayer, en fait, de vivre sa vie en essayant de trop conscientiser, en essayant de trop être logique, en fait, c'est essayer de balayer cette espèce d'entre guillemets super pouvoir que t'as de vivre les choses plus profondément avec ton subconscient. Donc c'est les tripes, c'est comment dire, c'est de percevoir en gros les choses de façon un peu plus naturelle. Tu sens quand les choses vont dans une bonne direction, tu sens quand les choses les choses vont dans une bonne ou une mauvaise direction. Tu vois, c'est un peu limite une boussole. Si t'as un sens un sens subconscient aiguisé, en fait généralement tu peux sentir quand quelqu'un te ment, tu peux sentir quand quelqu'un te dit la vérité, tu peux sentir quand quelqu'un est sincère, tu peux sentir quand une situation n'est pas correcte. Tu vois, tu le ressens. C'est pas conscient, mais tu le ressens. Et pour moi, c'est une boussole bien plus puissante que le conscient, le subconscient. Donc je dirais en fait, l'important c'est la croyance, parce qu'elle est bien plus ancrée dans le subconscient plutôt que la logique. La logique c'est bien, mais faut pas trop se reposer dessus. Ah bah je suis vraiment d'accord. En vrai, ça a ses limites la conscience. Tu vois, souvent, voilà, on dit que par exemple les femmes ont plus d'intelligence émotionnelle parce qu'elles se reposent plus, tu vois, sur leur subconscient et elles pourraient pas t'expliquer, tu vois, te faire une dissertation pour t'expliquer rationnellement pourquoi ce comportement-là l'a fait penser ça ou ça. Mais tu vois, par rapport à des trucs plus subtils comme le langage corporel ou je sais pas si par exemple voilà ta manière de parler, comment t'as agi, tu vois, elle sait directement si tu mens, si tu dis la vérité. En tout cas, elle a plus de chances de le savoir que toi qui essaye de l'évaluer comme ça, juste avec ta tête. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est intéressant ce truc justement avec les femmes et le subconscient, parce qu'en soi, on dit souvent que les femmes, surtout les filles, deviennent beaucoup plus matures, enfin en tout cas matures, bien plus rapidement que les hommes. On dit souvent à l'enfance que les filles ont un taux de maturité plus élevé, qu'elles apprennent plus. En fait, c'est-à-dire que en soi, c'est vrai, parce qu'en fait, les femmes sont en général bien plus réalistes. C'est un peu bizarre pour certains, en gros, je sais, de cette conception de ouais, les femmes normalement, elles sont comment dire, elles sont pas aussi réalistes que les hommes. Et en soi, c'est totalement l'inverse. Les femmes sont bien plus réalistes que les hommes, et surtout en termes de comment dire, de comportement social. Après, il y a aussi certaines raisons pour ça, mais c'est aussi en principe parce que en soi, les femmes, elles sont comment dire, elles sont physiquement, elles sont plus fragiles, elles sont plus vulnérables, et en soi, elles ont besoin. C'est une nécessité en fait, ce besoin de surplus de maturité et d'intelligence et d'être plus réaliste par rapport à la réalité des choses plus récemment que les hommes. Parce qu'en soi, elles sont plus fragiles. Un homme, en soi, physiquement, il est plus puissant. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il peut littéralement faire des erreurs et ne pas en subir pleinement les conséquences. C'est-à-dire il se peut prendre des grosses mandales par la vie et se relever plus vite. Parce qu'en soi, il va être plus, comment dire, antifragile que la femme. Il va pouvoir plus se réadapter à sa connerie. C'est pour ça que les mecs qui meurent en moto, les gens qui prennent des risques de malades, c'est les mecs. Parce qu'on n'a pas cette psychologie, en tout cas on l'a, mais on l'a moins ancré en nous, cette psychologie du risque. Et en fait, c'est pour ça qu'on conscientise moins ce truc d'intelligence sociale, ce truc d'intuition féminine. Voilà, l'intuition féminine, c'est pour ça qu'on dit l'intuition féminine, c'est parce qu'elle est juste, l'intuition féminine est plus puissante que l'intuition masculine. Et voilà, je pense que c'est notamment lié à ça. Ok, bah ouais, super intéressant. Du coup, dans ta bio, je crois que t'avais mis justement art guy, business guy, philosophy guy. Et je trouvais ça assez intéressant parce que ouais, je trouve que ça dit quand même peut-être quelque chose sur le fait que t'as pas envie de te définir dans une seule case. Et je voulais savoir ton avis un petit peu sur le fait d'être polymathe par rapport au fait d'être spécialisé. Est-ce que pour toi c'est important justement de pas être enfermé dans une seule facette et d'avoir plusieurs intérêts, plusieurs passions? En soi, je dirais que en fait c'est compliqué. En fait, il faut juste suivre ça. Je dirais ses tripes et sa passion. Si en fait tes tripes te disent d'adorer plusieurs trucs en même temps et que t'adores vraiment plusieurs trucs en même temps, en fait c'est important de suivre littéralement ses passions et de vraiment d'être éparpillé entre plein de trucs. Pour moi c'est pas un problème. En fait le problème c'est de suivre des passions qui n'en sont pas vraiment. En fait t'es vite fait passionné par un truc et t'es vite fait passionné par un autre truc et t'es vite fait passionné par un autre truc. Ça c'est néfaste. Et ça, c'est un peu le problème, entre guillemets, des gens qui sont un peu polymathes, qui sont, sûrement tu connais, ouais, le truc là le syndrome de Vinci, je crois que c'est ça. En fait, le problème du syndrome de
de Vinci, c'est pas d'être séparé entre plusieurs catégories, c'est de s'intéresser à un truc, puis de s'intéresser à un autre truc, puis de s'intéresser à un autre truc, mais en fait de jamais approfondir quoi que ce soit. Moi, j'ai juste suivi des trucs sur lesquels j'étais passionné, mais où j'étais réellement passionné. En gros, en soi, moi, je suis séparé entre plein d'autres trucs, mais je suis prêt à donner ma vie pour ces trucs, pour l'art, pour le business et pour la réflexion, la philosophie. Moi, c'est des trucs où je peux aller en profondeur sur tous ces trucs et en même temps. Mais c'est, un peu le cerveau séparé en plusieurs parties. Mais en soi, pour moi, c'est important juste de suivre ses tripes. En soi, pour moi, juste la réponse, elle est simple. Il faut juste suivre ses passions et tout ce qui apparaît comme une passion, mais en fait, qui a un intérêt, qui est juste un intérêt rapide. En fait, il faut faire la différence entre passion et intérêt superficiel. Tu vois, quand tu fais la différence entre les deux, tu reconnais les trucs où en fait tu vas t'intéresser où il y a les trucs où tu vas être passionné tu peux être passionné pendant toute ta vie, pendant des années par rapport à ça. Et puis il y a les trucs où tu vas être passionné, mais 1 heure, 2 heures, 1 semaine max, tu vois. Et donc pour moi, c'est important en fait de faire la différence. Comme ça, tu supprimes totalement les trucs qui vont t'intéresser, mais que trop peu rapidement, et tu te concentres que sur les trucs qui te passionnent réellement, parce qu'en fait, ça, c'est des trucs qui vont t'apporter un intérêt et un développement durant toute ta vie. Jamais tu t'en lasseras. Donc du coup, là, c'est les valeurs sûres. Là, tu vas te faire kiffer et jamais en fait tu vas te mordre les doigts d'avoir de passer un autre truc, parce qu'il y a un espèce dans le syndrome de Vinci, t'as un peu le côté tu t'en veux en fait de perdre ton temps à droite, à gauche, et à la fin tu construis rien de réel. Il y a souvent ce truc qui revient. Solution, juste tu reconnais les trucs qui vont t'intéresser que trop peu de temps, tu supprimes totalement à 100%, et les trucs où tu peux construire un réel intérêt, où tu peux avoir une vraie passion, bah là tu les gardes. Et à la fin, en réalité, il te reste juste 2-3 trucs, tu vois, et à la fin t'es pas surmené. Toi, t'as jamais douté justement de savoir si un domaine était vraiment quelque chose de passager ou c'était quelque chose de plus profond? Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, le truc, c'est que après, moi, je suis peut-être un cas à part, parce qu'en fait, mes passions, je les ai construises. Enfin, la majorité des trucs où je suis réellement ultra passionné, en fait, ça fait tellement partie de mon identité que je peux pas remettre en question de vivre sans ça, tu vois, en particulier par rapport à l'art et par rapport au fait de réfléchir, d'être un peu, entre guillemets, de faire un peu le philosophe, entre guillemets. C'est des trucs qui, pour moi, en fait, juste se poser des questions et réfléchir, c'est impossible. Tu vois, c'est impossible de couper la machine. Pour moi, ça, c'est toujours en train de fuser, ça fait partie de mon identité, donc pour moi, ça peut pas être remis en question. Pareil pour l'art, je dessine et je fais de la peinture et je m'intéresse à tout type d'art parce que ça me passionne réellement, mais c'est comme la pensée, ça peut pas juste tout simplement pas s'arrêter. Ça fait partie de de mon identité. Et après, c'est juste que plus tard, j'ai développé l'intérêt pour le business parce que c'est devenu un intérêt, limite vital, de diriger ma vie dans une direction où je pourrais être libre, où je pourrais profiter de richesse, où je pourrais faire profiter les autres de ma richesse. En fait, ça, c'est une nécessité. Donc c'est tout simplement un truc où j'ai pas le choix, enfin selon moi, où je me l'impose comme quelque chose. J'ai pas le choix en fait de bosser dessus. Mais je vois ce que tu veux dire avec ta question. Il y a peut-être des gens qui ont notre âge, qui sont en début de vingtaine et qui n'ont pas construit en fait de trucs par rapport à leur identité, et ils ont un léger intérêt mais sur plein de trucs différents. Et donc du coup là, tu peux te poser la question à cet âge-là, ah mais putain, j'ai rien construit avec ces trucs, donc en soi j'ai pas l'espèce de boucle d'amélioration gratifiante qui me permet de savoir si je suis sur une bonne voie, si je suis sur une bonne passion qui va rester pendant longtemps. Et donc du coup, en gros, pour ce truc, je dirais, il faut arrêter de vivre à travers le virtuel. Et le virtuel, en gros, c'est pas juste à travers le virtuel numérique, mais la pensée, c'est aussi du c'est aussi du virtuel. Tu sais, se projeter, se imaginer des trucs, se faire des scénarios. Il faut commencer à vivre ces expériences et vivre ses intérêts à travers la vie réelle, à travers le physique. Et après, là, on peut savoir, si on aime quelque chose ou pas. Mais pour pouvoir le faire, en fait, il faut savoir se couper de ce monde où, à travers l'écran, tu te projettes dans des vies qui n'existent pas. À travers l'écran, tu vois telle activité, ça c'est intéressant. Et en fait, t'as jamais le temps de te poser et de vivre réellement les expériences pour savoir si c'est des choses qui te correspondent ou pas, tu vois. T'es juste là à avoir une activité sur ton téléphone, de la randonnée, de l'artisanat, de la philosophie, des livres, du sport, et tu vois plein de trucs. Et sauf qu'en fait, quand tu scrolles, en fait, c'est littéralement TikTok, tu vois. Ça s'arrête pas, tu scrolles, et en réalité, tout ça, c'est hyper intéressant.
le problème, c'est que tu t'arrêtes jamais de scroller. Donc, en fait, t'arrêtes jamais de donner des options, tu sais, à ton cerveau. Ah ouais, il y a ça que je peux faire, il y a ça que je peux faire. Et ça revient à l'infini. Tu sais, c'est un peu comme le truc, trop de choix, c'est pas de choix, en fait. Tu sais, tu t'es perdu et jamais tu fais un choix. Tu sais, limite, t'as deux choix. Bon, vanille, chocolat pour la glace. Bon, hop, je prends vanille, tu vois. Mais si t'as vanille, pistache, machin, en fait, t'es perdu et tu restes hyper longtemps dans ce truc du je sais pas. Tu sais, t'es piégé dans une espèce de limbe. Et aujourd'hui, les gens qui ont la vingtaine, leur vie, c'est les limbes. La vie qu'on nous promet en tant que jeunes, c'est les limbes du défilage infini sur oh, ça a l'air passionnant, ça a l'air passionnant, ça a l'air passionnant, ça a l'air passionnant. Ouais. Et ça, c'est un enfer. Et ensuite, après, t'as le moment où tu t'éteins le téléphone et juste t'es dans ton esprit, tu te projettes, oh, je pourrais vivre cette vie, je pourrais vivre cette vie. Qu'est-ce qui se passait si je faisais ça, tu vois. Et c'est encore dans du virtuel, tu vois, t'es dans les limbes, mais là, de ton esprit. Tu vois, tu t'es fait niquer le cerveau par TikTok, tu t'es fait niquer le cerveau par Instagram, et là, le temps dans ton temps de cerveau disponible, t'es juste dans les limbes de ta projection, de ton fantasme, et à la fin tu fais rien, tu vois, tu fantasmes sur l'Everest, mais en vérité t'as pas envie de grimper. C'est un peu cette tragédie on est dans le virtuel numérique, on est dans le virtuel de notre esprit, et en soi on n'est jamais dans la matière, on n'est jamais en train de tester telle passion, on n'est jamais en train de tester telle passion. Pour moi la solution c'est que pour les gens qui sont indécis, vous prenez votre téléphone, vous allez devant un lac, vous faites un ricochet avec votre téléphone, plus de téléphone, juste vous allez dans le vrai monde et vous allez vivre des vraies expériences. C'est un peu un choc parce que le cerveau, quand il est connecté au virtuel, il est dans des boucles de gratification extrêmement courtes. Tu vois, ça fait vraiment des mini boucles. Mais dans la vie réelle, quand tu dois sortir de chez toi, quand tu dois te déplacer, prendre la voiture, la moto, les transports en commun, peu importe, tu vois, et pour faire un rendez-vous avec quelqu'un, pour vivre une expérience, pour aller à un club, pour peu importe, en fait, c'est la boucle de gratification avant qu'elle se termine. Il y a tellement de trucs à faire, tu vois, alors qu'en soi, en quelques minutes à peine, t'as déjà bouclé plusieurs boucles de satisfaction, tu vois. Alors que pour faire une passion, et pour vivre l'expérience intense et profonde qu'elle peut procurer, il faut faire 1 milliard d'étapes et hop, là enfin t'arrives à peut-être une conclusion. Et donc du coup, le challenge des jeunes aujourd'hui, ça va être ça. Ça va être de réussir avec un cerveau explosé par les réseaux sociaux, de réussir à se remettre dans une boucle fastidieuse pour arriver à une expérience en soi plus riche et profonde, mais moins excitante, tu vois, moins surexcité en termes de dopamine. C'est de faire tous ces efforts pour à la fin vivre l'expérience que ça peut t'apporter, qui est réelle, mais qui est en soi beaucoup plus saine, beaucoup plus profonde, qui donne beaucoup plus de sens à ta vie, même si elle est moins excitante en termes de dopamine. C'est quelque chose qui donne de la profondeur à ta vie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu fais tes mini-boucles de gratification pendant plusieurs heures sur Instagram ou TikTok, à la fin, quand tu poses ton téléphone, t'as l'impression que ta vie n'a pas bougé. T'as pas donné plus de profondeur à ta vie, et limite, t'as l'impression qu'on t'a volé ta vie. Parce que tu fais que projeter, tu sais, le fait de vivre une vie profonde sur tous les trucs que tu vois, des gens qui font des trucs extrêmes, qui vont à la montagne, qui font du sport, peu importe, qui voient des gens. Et toi, là, tu poses ton téléphone et pendant ces dernières heures, t'as rien fait. Ouais. Et en gros, faut sortir de ce truc où tu vas dans un truc qui va demander beaucoup d'efforts, mais ça va donner de la profondeur à ta vie, ça va donner un sens à ta vie. Et c'est un mode de fonctionnement qui est plus lent. Tu vois, les choses mettent du temps à se faire. Et je pense que c'est le mensonge de l'écran. C'est que les choses vont rapidement, tu vois, le fait que tu vois tellement de choses rapidement avec ton téléphone, tu penses que la vie c'est la fast life, tu vois, ça va vite, et il se passe plein de choses. En soi, il n'y a pas de grandes choses dans ce monde qui peuvent se construire sans effort, sans grands efforts. Voilà. Ok, super bien expliqué. Ouais, je suis totalement d'accord sur le fait d'allonger de façon les boucles et voilà, tu sais, c'est la gratification différée tout simplement pour progresser réellement et pour vraiment expérimenter les choses. Et du coup, ça m'intéresse de savoir c'est quoi ta politique par rapport aux réseaux sociaux, au téléphone. Est-ce que tu te prives, tu te limites, comment tu gères ça? C'est difficile. En fait, c'est difficile parce que en fait, quand tu fais cette espèce d'overdose d'écran, et moi je l'ai vécu, hein, je suis de la génération cerveau explosé, hein, et moi-même j'ai eu le cerveau explosé par les écrans. Et en fait, quand tu te poses ton téléphone et que t'es dégoûté par cette vie tu passes à côté de ta vie et t'es que là en train de fantasmer sur sur une vie que tu vis pas à cause des vidéos que tu vois, des gens qui sortent dehors, des gens qui vivent une vie de rêve sur les écrans, sur TikTok, et que tu poses ton téléphone et que t'es dans ce dégoût. En fait, c'est-à-dire ça peut créer, l'effet
fait, comment dire, tu peux fantasmer sur l'opposé de ça. Tu peux te fantasmer sur une vie où je suis sans écran, je suis perdu dans la nature, voilà, nique la civilisation, je vais vivre en autarcie. Tu sais, même d'ailleurs, c'est ironiquement un truc qu'on peut voir souvent en plus sur les réseaux sociaux et sur Instagram, sur TikTok, tu vois, de vivre en autarcie, etc. Ouais. Et en soi, c'est tout naturel que quand tu te fais cette réflexion de faut que j'arrête les écrans, faut que j'arrête ce truc trop cerveau explosé, ouais, il faut que je me reconnecte à la nature, faut que je lâche les écrans, faut que j'arrête. Et en soi, tu peux être tenté de te dire que il te faudrait une vie zéro écran, une vie sans technologie, revenir, faudrait que la jeunesse revienne à un mode de vie plus sain, déconnecté de la technologie, déconnecté de la superficialité. Et ça, c'est à 50% vrai. Il faut que tu te limites, il faut que tu arrêtes d'être un junkie, il faut que t'arrêtes de te laisser abrutir par tout ce qui peut être tout ce qui est de plus néfaste, tu vois, à travers comment dire, à travers le numérique. Mais pourquoi je dis c'est 50% de la solution, c'est parce que on est à une époque moderne et les gens qui performent, les gens qui réussissent, les gens qui vont qui se dépassent aujourd'hui, c'est principalement à travers la technologie et le numérique. Tu vois, les entreprises, l'évolution humaine, comment dire, la société de demain, tout se fait à travers la technologie. Et quand tu laisses tomber 100% de la technologie, tu te fais dépasser. Ouais. Tu vois, t'es littéralement dépassé. Et là justement, je vais citer un petit peu un livre, une saga de livres justement. Je sais pas si tu connais Dune. Ouais, je connais, mais après je les ai pas lus, mais je vois un petit peu. Ouais, t'as vu, il y a le film qui est sorti par rapport à ça. Et bon, pas forcément besoin de connaître l'histoire, mais en fait, le mec qui a écrit ce livre, c'est juste envie de dire ça parce que s'il y a des gens qui peuvent être motivés pour lire ce livre, faut vraiment que vous le lisiez parce que c'est vraiment une grosse dinguerie. Le gars qui a écrit ce livre, il avait une perception en fait de l'évolution, l'humanité, l'histoire, la manipulation politique qui est phénoménale et il le rend, et la psychologie, la spiritualité, tout ça en fait, il l'a remis dans son livre d'une façon assez magnifique. Et en fait, dans son livre, t'as un truc qui s'appelle il y a une espèce de grand djihad qui s'est fait dans son livre contre la machine qui pense, contre l'IA. Et donc du coup, dans ce nouvel univers futuriste, posséder, créer ou vendre des intelligences artificielles est illégal. C'est puni de la peine de mort. Et donc du coup, t'as cette espèce dans ce monde futuriste, on interdit, c'est bizarre, un monde futuriste, on interdit l'évolution de la technologie. Et c'est pour une raison très simple, c'est parce que la technologie permettait à des hommes d'être soumis à la machine et la machine était contrôlée par d'autres hommes. Donc en fait, tu avais une espèce de chaîne d'esclavagisme. En gros, il y a cette dualité aujourd'hui encore, et c'est pour ça que je trouve que ce livre est très pertinent. Il y a cette dualité la technologie t'abrutit et en même temps la technologie te permet de tout faire. C'est ça. Tu vois, donc tu peux pas 100% te couper de la technologie, mais tu peux pas 100% être totalement dans le flux d'informations totalement perdu avec le cerveau qui est en train d'exploser. Et en fait, la balance, elle se trouve entre les deux. C'est-à-dire que j'aime bien cette question. Qu'aurait fait, tu vois, t'as Léonard de Vinci, t'as des génies qui ont existé dans les siècles passés, et juste avec un papier, un crayon, des livres, tu vois, des trucs écrits dans quelques livres. C'était des génies qui ont créé des choses absolument incroyables. Mais qu'aurait fait Albert Einstein avec Internet? Qu'aurait fait Léonard de Vinci avec Internet? Et je trouve que cette question, elle est hyper pertinente parce qu'elle te permet de penser à qu'est-ce que tu peux faire de bien avec la technologie? À quel point tu peux te faire évoluer toi-même? À quel point tu peux être créateur avec la technologie? Et en attendant, on peut se poser la question, qu'aurait fait ces génies, qu'aurait fait Albert Einstein avec Internet? Et toi, en fait, qu'est-ce que tu fais avec Internet? Est-ce que t'es juste là en train de scroller sur des paires de fesses sur TikTok pendant qu'il y a des gens qui peuvent créer des startups? Et en fait, le monde est fait de ça, tu vois. T'as des gens qui créent des startups avec Internet, t'as des gens qui créent des projets et qui se laissent pas bouffer par le côté néfaste, et t'as des gens, ils vont se perdre sur Internet. Il faut avoir la balance en fait t'as le pouvoir en fait, voilà, pour moi à la fin le choix se résout dans juste ce truc. Un être humain peut être créateur et un être humain peut être consommateur. Ces deux réalités, elles existent en nous, et en fait il faut tout simplement faire le choix de qui tu veux être, qui tu veux nourrir. Tu veux nourrir le créateur qui est en toi ou tu veux nourrir le consommateur qui est en toi? Tu veux satisfaire lequel des deux? L'important c'est de faire le choix de nourrir le créateur qui est en soi pour ensuite utiliser la technologie. Quand tu es nourri par cette énergie créatrice, en fait, quand tu es en face de quelque chose, tu peux pas t'empêcher de vouloir créer avec. Et donc pour moi, en fait, c'est important justement d'être dans cette psychologie. Je veux créer quelque chose, je veux créer quelque chose pour les autres, pour moi-même, pour mon existence. Peu importe le biais qu'on utilise, quand on est dans cette énergie créatrice, en fait, on se laissera pas bouffer en fait par la technologie. On l'utilisera à bon escient. On pourra utiliser, au lieu de scroller pendant des heures sur des réseaux sociaux, on utilisera la connexion qu'on peut avoir aux autres et à la connaissance pour créer des projets, pour créer
des entreprises, etc., etc. Donc du coup, voilà, à la fin, je répondrais que la balance est, tu vois, entre pas de technologie et que de la technologie. La balance est utiliser la technologie, mais juste pour créer et très peu pour consommer. Bah franchement super intéressant, mais tu me donnes envie d'ajouter deux trucs que bah premièrement tu vois c'est quand même compliqué sachant que tu vois les algorithmes ils sont codés genre spécialement pour nous rendre addicts et tu vois c'est quand même je sais pas ce que t'en penses, mais c'est quand même assez dur d'avoir une consommation équilibrée de contenu. Tu vois, même moi, je galère par rapport à ça, parce que tu vois, il y a toujours une certaine partie que tu dois consommer pour pouvoir être inspiré et pour pouvoir créer, de voir ce qui se fait, trouver de Exact. l'inspiration. Et tu sais, tu te retrouves, bah voilà, tu sais, c'est connu, tu te retrouves bouffé par l'algorithme et faut vraiment faire un exercice, tu vois, puissant pour rester conscient et de se dire non, genre là, ce que je cherche, c'est ça. Et je suis pas juste en train d'être passif et de pas se faire aspirer, tu vois, par la machine. En fait, ce truc, c'est un morceau de puzzle, tu vois, mais dans un grand décor. C'est juste là un petit morceau de puzzle parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent rentrer en jeu. Non seulement il y a, parce qu'en fait, il s'agit pas que de toi et de tes tripes, genre en mode, genre tu résistes, tu regardes du contenu mais tu essaies de résister. En fait, il s'agit pas que de ça, il s'agit de beaucoup de, tu sais, tout à l'heure, on a parlé de l'inconscient qui est plus puissant que le conscient. Tu vois, tu peux pas toujours conscientiser ta résistance à la technologie, tu vois, parce qu'à un moment, comme tu dis, tu peux te faire absorber, juste tu scrolles, t'as besoin de rester connecté pour savoir ce qui se passe dans le monde, mais comment tu te laisses pas absorber dans dans la machine. Je dirais que oui, t'es obligé de des fois consommer pour être connecté en fait à ta génération, pour être connecté aux idées dominantes, voir ce qui se passe dans le monde, c'est quoi les nouvelles tendances. C'est important d'avoir une perception de la réalité aiguisée et donc du coup à travers la technologie de voir quand même ce qui se passe dans le monde. Comment tu te laisses pas absorber? Je dirais que après ça c'est je dirais que c'est propre à chacun parce que je pense pas que en fait si tu donnes une méthode, tu vois, tout le monde va pouvoir le suivre de la même façon. En soi, je dirais qu'il y a plusieurs piliers à ça. D'abord, c'est ton environnement. Est-ce que si dans ton environnement, tout le monde a la tête dans l'écran, même si t'es Marcus Aurelius, tu vois, le subconscient a ses limites. Le subconscient, il est là pour imiter en fait ce qui est autour de toi. Peut-être comme tu l'as dit tout à l'heure, t'es la moyenne de ce qui est autour de toi. Si autour de toi c'est la faiblesse par rapport à la consommation d'écran et qu'il n'y a pas de problème de le passer à côté de sa vie en restant des heures collé à un écran et scroller, dans ce cas-là, oui, ça va être encore la lutte va être dure, tu vois. Donc c'est important de couper contact avec les gens qui se laissent absorber trop facilement. C'est très important quand vous avez des amis, quand vous avez des gens qui sont on se capte, etc. Et vous allez au restaurant, ils vont être trop souvent sur leur téléphone, ou vous allez les capter à une soirée et ça passe trop de temps sur le téléphone. Ne sortez plus. Enfin, voilà, moi je dirais ne sortez plus avec ses amis ou limitez énormément le temps que vous allez passer avec eux parce qu'en fait ça influence le fait que tu acceptes de traîner avec des gens ou d'avoir un contact prolongé avec des gens qui sont qui sont addicts à leurs écrans. En fait ça inconsciemment ça va te transmettre le message de toi aussi tu peux le faire. Et inversement, tu peux traîner avec des gens qui sont avides d'avoir une connexion avec le réel. Si tu traînes avec des gens qui sont avides d'expériences réelles, ouais, il faut qu'on sorte, faut qu'on bouge, etc. En fait, ça va t'influencer avec le fait de toi aussi pouvoir sortir beaucoup plus facilement de ta prison de scrollage. Le fait est que si tous les gens autour de toi, ton père, ta mère, tous tes potes, c'est toujours des gens qui disent, bah, allez, on bouge, on va faire une marche en forêt, viens, on va sortir dans un café, viens, on va au cinéma, viens, on va faire telle expérience, viens, on va aller au club de salle. J'en sais rien, tu vois. On va faire un truc dans le réel. En fait, c'est tellement plus facile que quand t'es sur les réseaux sociaux, c'est tellement plus facile de sortir de ce monde virtuel et te dire bon, on va faire un truc réel. En fait, ton subconscient, il a envie littéralement de vouloir le faire. Donc pour moi, je dirais que influencez pas seulement votre conscient à essayer d'arrêter. Faut pas, en gros, voilà, c'est ça le truc. Faut pas faire trop confiance à sa volonté, parce que la volonté, elle est connectée au conscient, et le conscient a ses limites, et quand vous vous faites hypnotiser par les réseaux sociaux, ce qui vous sauve, c'est votre subconscient, vos habitudes subconscientes. Et ça, c'est contrôlé par votre environnement. Coupez, s'il y a des gens, à chaque fois que vous les voyez, le premier truc qu'ils font, c'est sortir leur téléphone. C'est radical, mais c'est ciao. C'est plus de contact avec eux. Même s'ils sont super sympas, du coup, vous limitez, en fait. C'est tout simplement, vous limitez le contact. Et limiter ce contact avec les gens addicts et prolonger et intensifier le contact avec les gens qui ont un pied fort dans le réel, c'est un espèce de remède surpuissant parce que c'est un remède qui attaque, qui influence plutôt le subconscient. Et là, en fait, je dirais que la solution la plus pratique, elle est... Ouais, franchement, super intéressant, ouais.
Bah moi, franchement, je pense pareil que toi. Et là, en ce moment, j'essaie grave de miser sur mon environnement pour voilà, me conditionner, impacter mon subconscient. J'avais jamais pensé à ça comme ça, mais en vrai, ouais, c'est exactement ça. C'est parce que voilà, l'environnement, forcément, il va agir sur ton subconscient, qui va ensuite se transmettre à ta conscience. Et ouais, en vrai, c'est sûr que voilà, c'est beaucoup plus facile d'arrêter si c'est pas quelque chose qui est normal dans ton entourage, si y a pas justement ces choses qui te donnent envie d'y aller, et si déjà tu te rends compte que c'est quelque chose que tu veux quand même éviter. Mais ouais. Ah ouais, c'est quand même assez, comment dire, assez compliqué parce qu'aujourd'hui, tu sais, je parlais justement de, ouais, ton père, imagine ton père, ta mère, c'est des gens qui sortent. On n'a pas tous, en fait, la chance d'être dans un environnement, de naître dans un environnement où les gens vont être déconnectés de la technologie, ils vont vouloir vivre des aventures à droite, à gauche. C'est assez compliqué. Donc, en fait, pour moi, je dirais, tu vois, faut vraiment vouloir le chercher consciemment, tu vois, cette influence. En fait, faut conscientiser le fait de vouloir changer son environnement. Et c'est un effort qui est aussi, comment dire, qui peut être assez douloureux parce que c'est très rare, en fait. C'est très rare de C'est pouvoir sûr, trouver ouais. des gens comme ça. Donc, en fait, si vous, comment dire, quand tu trouves des gens comme ça, en fait, faut s'y accrocher parce que c'est une expérience qui peut te permettre de Ouais, le sortir la pire dans tête tout de l'eau. ça, c'est que tu vois, en plus, les anciennes générations, elles commencent à s'adapter et elles-mêmes commencent, tu vois, à se faire bouffer le crâne par ça. Donc, c'est un putain de bourbier. Exactement, toi aussi t'as remarqué. Mais du coup, ouais, toi aussi t'as vu, maintenant t'as les vieux Ouais, qui sont sur TikTok aussi, et que c'est une technologie qui a influencé non c'est que seulement les jeunes, j'ai vu mais que aussi les vieux. ça a fait installer TikTok Donc à ça, ma grand-mère. c'est, J'ai envie de péter un câble, mais bon. mais oui, exactement, t'as vu. En fait, c'est-à-dire que maintenant, c'est tellement un fonctionnement C'est simple, trop fort. efficace et pervers, tu vois, que, en fait, c'est plus les vieux, ils sont déconnectés, ils savent pas l'utiliser. Non, c'est juste un swipe Ça y vers est, le haut, c'est bon, tu vois, genre, ils ont plus besoin, t'es tu dans la vois. Justement, machine. avant, ça nous disait, ouais, non, le clavier est trop compliqué, Internet, viens me brancher la box, vas-y, Mm. y a marqué des trucs, je comprends pas. Là, maintenant, tu vois, c'est trop simple. Mais je voulais aussi revenir sur un point que t'as mentionné, tu vois. Tu disais que justement, voilà, la technologie, elle était là, ça avait avancé, et du coup, forcément, si on voulait avoir le maximum de leviers et réussir dans notre époque, fallait s'en servir. Mais je veux avoir ton opinion, justement, sur, Mhm. tu vois, les limites de ça. Et l'exemple que tu vois j'illustrais, c'est genre par exemple, on va parler par exemple des femmes. Tu vois les filtres Instagram, on va dire, ou voilà le fait de retoucher ses photos plutôt sur Instagram. Genre une fois que c'est devenu la norme, bah toutes les filles, elles se sentent obligées, tu vois, justement pour être en compétition avec les autres qui se retouchent, de se retoucher elles aussi. Et du coup, ouais, c'est un peu Ouais. ce cercle Mhm. vicieux où en vrai, tu vois, si quelque chose dépasse la masse critique nécessaire, où ça y est, c'est accepté, tout le monde le fait, bah nous, si on veut performer, on n'a plus le choix, on doit le faire aussi, quoi. Et moi, je me posais souvent la question de savoir comment me positionner par rapport à ça, parce que je sais pas, tu vois, mais on peut prendre l'exemple de base. Enfin, on va dire que voilà, c'est un peu une dérive. C'est du capitalisme quand il est pas régulé, mais si par exemple, tu sais, t'es un agriculteur et t'as un voisin qui utilise un produit, je sais pas, voilà, genre un produit chimique qui augmente la production, et toi tu le fais pas, mais en fait, genre la loi ne l'interdit pas de le faire, bah tu vas perdre quoi. Et c'est Mhm. compliqué parce que des fois, tu vois, t'as un peu l'impression de trahir tes valeurs ou je sais pas, manquer d'éthique en suivant certaines pratiques, mais d'un autre côté, tu sais, bah c'est bien hein, l'éthique, la morale, etc. Mais ça paye pas les factures et c'est déjà super compliqué, tu vois, de se faire une place dans ce monde hyper compétitif. Et du coup, ouais, je voulais savoir qu'est-ce que t'en penses sur comment on se positionne par rapport à, tu vois, à ces dilemmes. Comment on peut rester dans la compétition avec, comment dire, ce monde un peu trop extrême, c'est ça que Ouais, c'est tu veux ça, bah dire? surtout que, tu vois, par exemple, bah genre, le truc qu'on entend tout le temps, c'est les gens, tu vois, qui disent ouais, TikTok, c'est mauvais, ça te bouffe le crâne, etc. Mais en même temps, tu vois, ces gens sont obligés, on va dire, enfin, obligés, entre guillemets, d'utiliser TikTok pour faire leur contenu parce que c'est la meilleure plateforme. C'est celle qui marche le mieux, celle qui fonctionne le plus, c'est celle qui va te distribuer à ton audience le mieux possible, quoi. Ouais, ouais, c'est-à-dire qu'en soi, tu peux le critiquer énormément, ce concept. En fait, pour moi, c'est pas quelque chose que tu peux réellement critiquer au même terme que comment dire, que l'évolution technologique, tout simplement parce que, en fait, c'est pas, comment dire, ce truc que t'expliques, en fait, c'est pas que la technologie, ça a, comment dire, ça a pas de morale et ça a pas de valeur et c'est néfaste. En fait, c'est que, et ou même d'ailleurs, on pourrait souvent dire que le monde virtuel est maintenant un monde inhumain. En réalité, c'est l'inverse. Ça, c'est le monde technologique, c'est un milieu ultra humain, Hmm. trop humain, surhumain. Tu vois, tu vois tout le monde, tu vois, genre tout le monde est ton voisin. Tout le monde est ton voisin. Et donc, du coup, une norme se propage comme un virus, c'est à une vitesse phénoménale.
Et donc, du coup, tu dois t'adapter. Tout ce que tu vois, c'est des extrêmes. Tout ce que tu vois, c'est des extrêmes sportifs, des extrêmes de beauté, des standards extrêmes. Et donc, du coup, tu te sens... En fait, t'as l'impression que c'est la pression. T'as l'impression que les gens sont tous plus musclés qu'ils le sont réellement. T'as l'impression que les gens sont plus beaux qu'ils le sont réellement. T'as l'impression que les gens sont plus heureux qu'ils le sont réellement. Et toi, tu te dis, mais wesh, moi, dans tout ça, je suis pas au niveau et tout. Et il y a un mal-être énorme qui peut se créer par rapport à ça. Mais pour moi, en fait, le truc, c'est que l'important pour comment dire, pallier à ça, c'est de comprendre un truc essentiel, c'est que tout ça, c'est faux. Tu vois, c'est faux. On pourrait penser que, tu sais, quand tu regardes sur Internet, t'as l'impression qu'il y a tu sais, par exemple, les gens qui sont, il y a d'énormes débats qui se créent maintenant récemment enfin depuis déjà quelques années quand même, il y a d'énormes débats qui se créent sur Internet autour, par exemple, des LGBT. Et t'as l'impression que maintenant les LGBT c'est partout et tout. Et en fait, c'est-à-dire que les LGBT aujourd'hui c'est toujours une extrême minorité. Mais quand tu vas sur Internet, t'as l'impression que c'est 20%, 30%, 50% de la population, tu vois. Mais donc du coup, c'est une vision déformée des choses. Et quand tu vas sur Internet, faut que tu comprennes que tu vois en fait une déformation de la réalité, tu vois une espèce de, comment dire, tu vois un mirage, tu vois une espèce de caricature de ce qu'est la réalité réellement. Et c'est, comment dire, c'est les extrêmes qui sont toujours les plus bruyants sur Internet. Mais en soi, c'est pas la réalité. Quand tu vois sur Internet, t'as l'impression que toutes les meufs sont trop belles, t'as l'impression que tous les mecs sont trop beaux, qu'ils sont tous super baraqués, et tu peux te sentir mal parce que t'es pas au standard. C'est une vision déformée de la réalité. En soi, les gens extrêmement musclés, déjà, c'est une fraction de l'humanité. C'est moins d'1% de l'humanité qui est, même si je crois que c'est moins de 0,001% des gens qui sont vraiment musclés, c'est une élite. Je sais pas si tu connais cette stat, mais en gros, genre, il y a plus de millionnaires aux États-Unis que de gens avec des abdos, genre un six-pack. Juste ça. Là, ce que tu viens de dire, c'est ça. Mais ça peut être paraître choquant. Même moi, quand je l'écoute, là, quand tu me dis, en fait, ça paraît incroyable. Mais parce qu'en fait, comprendre à quel point le monde virtuel est déformé, pour moi, je trouve que le vrai cheat code, il est là. Comprendre à quel point le monde virtuel, il est faux. C'est ça l'avantage que ça peut te donner. C'est, tu vois, c'est comprendre que tout ça, c'est une chimère, ça existe à peine, c'est un jeu, c'est pas réellement vrai, t'as pas besoin de te conformer, tu vois. Et t'as des gens qui vont se mettre à percer parce qu'ils ont compris qu'en fait tout ça c'est de la merde. Pour réussir, t'as pas besoin de te conformer, pour réussir, t'as pas besoin de percer. Pour réussir en soi, je dirais que t'as plus besoin d'être réel à toi-même, d'être fidèle à tes valeurs, fidèle à tes principes. Si pour toi la technologie c'est néfaste, et ben alors tu vas construire ton projet autour de ça, construis ton projet autour du fait que ce soit néfaste, et ne commence pas à utiliser TikTok, parce que ce que tu as dit tout à l'heure, pour moi c'est hyper véridique. Je suis tombé sur beaucoup de personnes qui disaient ouais, j'ai envie de me lancer dans une chaîne YouTube, j'ai envie de lancer un projet, etc., mais j'ai pas envie de faire le guignol sur TikTok, en faire des danses, parce que c'est ça qu'il faut faire pour percer, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce dilemme de j'ai envie de créer, donc du coup je dois faire ma pute sur TikTok, tu vois. Mais c'est totalement faux. Tu trouves? Pas dans l'extrême, mais par exemple, tu vois, vu que le temps d'attention des gens est réduit, si aujourd'hui, tu vois, tu vas faire une vidéo sans montage, ou tu vas écrire un livre grave complexe et que tu vas pas t'adapter, comme t'as dit, voilà, tu vois, on n'arrête pas le progrès, les choses ont évolué, et si vraiment tu veux te construire en opposition avec tout ça, tu penses que tu peux quand même t'en sortir? Totalement. Moi, je pense sincèrement que c'est la voie à faire. Mais en fait, on n'a pas l'impression. Tu vois, que si je dis ça, on dit, bah non, t'es pas à jour, tu vas pas réussir. Le fait est qu'on a trop superposé le concept de réussite avec le fait de percer sur Internet et de faire à des millions de vues. C'est totalement faux. Tu peux construire un projet viable et gagner ton argent et vivre ta vie sans faire la pute sur TikTok, sans faire des millions de vues. T'as juste besoin de quelques milliers d'abonnés, par exemple, sur YouTube, et tu peux très bien en vivre. Juste regarde, par exemple, là, t'as des gens qui commencent à créer, justement, comme un peu Paolo, qu'on avait parlé tout à l'heure. Paolo, comment il s'appelle, Kylian Sensei, d'autres, j'en passe, qui créent leur communauté. Tu peux te faire déjà plusieurs milliers d'euros par mois, juste avec quelques dizaines de milliers d'abonnés sur YouTube. Là, on parle pas de TikTok, on parle pas autre, en fait. T'as pas besoin de faire des petites danses mignonnes, je sais pas trop quoi, sur TikTok pour te dire, il faut que je buzz, et que, en fait, t'as pas besoin d'1 million d'abonnés. T'as juste besoin, en fait, de 1000 personnes qui vraiment chérissent ton contenu. T'as pas besoin de faire un truc hyper coupé rapidement. Tu peux faire un truc sans montage où tu parles face cam pendant 1 heure, et en fait tu vas attirer ce que tu as envie d'attirer. Est-ce que tu as envie d'attirer la terre entière? Non, t'as pas envie de... En fait, c'est-à-dire que, comme je t'ai dit tout à l'heure, le succès c'est pas avoir 1000 abonnés, enfin 1 million d'abonnés. Le succès, c'est avoir 1000 fans.
Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment une vraie différence dans ce concept. Et en fait, aujourd'hui, on a trop mélangé le concept de réussite avec le concept de percer. Ouais. Tu vois, ce mot percer, percer, c'est quoi? C'est 1 million de vues, c'est 100 000 likes, c'est des chiffres absolument exorbitants. Et là, tu peux réussir ta vie. Là, tu peux. Totalement faux. Tu peux réussir. Et justement, il y a plein de gens qui ont réussi dans leur niche en faisant des choses qu'on pourrait considérer chiantes parce qu'en fait, ils ont attiré les gens qui sont comme eux. Tu vois, un podcast de 1 heure sur un livre très ancien où la personne, elle parle de références historiques sur un livre pendant 1 heure. Et ben, ils vont pas, bien sûr, il va pas faire 1 million d'abonnés. Bien sûr, il va pas percer. Mais il va attirer quoi? Il va attirer, peut-être 500 personnes, 1000 personnes qui sont fans hardcore de ça, tu vois, qui ne vivent que par ça et qui se disent enfin t'as du contenu sensé, enfin du contenu intelligent où c'est pas coupé pendant 1000 qui a 1000 coupures avec plein de montage, enfin un truc où c'est intelligent, c'est réfléchi, c'est posé, ça essaye pas de t'enfoncer 1 milliard de trucs au millième de seconde. Et sauf qu'en fait, comment dire, pour moi, la vision qui permet de réussir, c'est avant tout de reconnaître que t'as pas besoin de percer en fait pour réussir. T'as pas besoin tu peux être très reconnaissant et déjà avoir énormément, comment dire, même d'argent, d'opportunités, et créer un énorme projet avec à quelques centaines de personnes à peine. Et tu peux avoir un énorme succès en soi. Et tu peux gagner énormément d'argent juste avec quelques centaines de personnes. Et en fait, c'est une chimère, tu vois. C'est le fait de percer. Là, tu réussis quand tu perces. Ouais. C'est une chimère, c'est faux, tu vois. Et même d'ailleurs, c'est très difficile en soi. C'est même d'ailleurs l'inverse. Ça peut être extrêmement difficile de vouloir percer en se mettant pour objectif. Enfin, même ça peut être très, comment dire, handicapant de vouloir réussir à travers le fait de percer. Parce que du coup, ouais, je peux juste percer en faisant des trucs à la con sur TikTok. Donc je vais me mettre des trucs. Je vais faire des trucs à la con sur TikTok. Donc tu fais des trucs que t'aimes pas. Donc du coup, tu vas être moins passionné dans ce que tu fais. Du coup, tu vas être moins performant que les autres. Et en plus, tu vas faire exactement comme tout le monde. Du coup, t'es super saturé et t'es pas très performant. Alors qu'imagine, tu fais ton truc pendant 4 heures. Tu fais un live où tu fais un truc très complexe par rapport à un livre très ancien médiéval et tu fais un retour sur ce livre et tu vois, et ta vidéo va peut-être faire juste 1000 vues. Mais en soi, là, t'es ultra niché. Les gens qui s'intéressent à ce truc, ils sont réellement intéressés par ce truc. Et les gens qui regardent ce truc sont très contents que t'aies pas fait des vidéos hachées de psychopathes qui durent 30 secondes où il y a un montage très rapide. Donc en gros, ça aussi, c'est une espèce de vision du monde, un espèce de paradigme un peu déformé qui est promu à travers, tu vois, Internet. C'est un autre mensonge d'Internet. Croire que tu peux réussir parce que tu perces. En soi, tu peux réussir bien avant de percer. Ça me fait une transition parfaite pour un autre sujet que je voulais aborder. C'était sur ta vidéo justement sur l'ego, sur le fait d'être humble. Et justement, si je me trompe pas, tu disais que justement le fait d'être trop humble et d'être trop nuancé, de noyer ses mots, ça faisait perdre ton authenticité et justement ça te noyait dans la masse et ça te faisait être oublié. Du coup, voilà, je voulais que tu te donnes ton point de vue déjà sur l'ego, que tu le reformules toi. Mais aussi la question que je voulais te poser derrière, c'est est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de cliver ou pas en ce moment dans notre époque? Cette vidéo, je l'ai faite déjà il y a un petit temps. C'est vraiment, tu reparles de cette vidéo parce que du coup, en fait, je l'ai postée récemment, mais en fait, je l'avais filmée il y a longtemps et j'avais pas terminé le montage. Et en soi, quand je l'ai re-regardé la vidéo, je suis plus 100% d'accord avec moi-même, où en fait, il y a certains trucs que je reformulerais d'une façon différente. Du coup, en fait, pour remettre du coup sur la table ce sujet d'ego, en soi, comment dire, le conseil que j'avais du coup donné dans la vidéo, c'était que il faut faire des vagues, il faut pas avoir peur, il faut pas mettre ses paroles dans du coton, il faut les mettre de façon très brute dans le monde et essayer absolument pas de remettre un espèce de packaging sur notre expérience intérieure, tu vois, t'as un ressenti intérieur, t'as envie de le mettre dans le monde et t'as envie, tu te dis oh putain mais comment les gens vont le prendre, et donc du coup tu commences à le mettre dans un packaging que les gens vont bien apprécier, tu commences à diminuer ton concept parce que t'as pas envie de vexer les gens, etc. Et en soi c'est comment dire, c'est un problème de se déformer, tu vois, c'est un problème de déformer ton être intérieur, tu vois, pour plaire à l'extérieur. Tu vois, c'est une souffrance en fait de pas pouvoir s'exprimer. On aimerait tous pouvoir s'exprimer librement et être aimé et apprécié pour ce qu'on est, pour ce qu'on a à dire, pour notre personnalité. En soi, c'est quelque chose d'impossible. Tu vois, le truc, je dirais, c'est que il faut juste accepter il faut accepter de pas être apprécié. Il faut juste être accepté que en fait ton
être profond intérieur, tes opinions, ton expérience de la vie, ça va être partagé par d'autres personnes, va être apprécié par certaines personnes et va être haï et détesté par d'autres personnes. Et donc du coup, le fait d'accepter ça, ça te permet de, comment dire, de pouvoir en fait mettre ton message dans le monde de façon un peu, comment dire, sans packaging, brut, de façon brute. Et en fait, quand tu fais ça, tu te sens, je dirais un peu, comment dire, libéré. T'es plus vrai. Et donc, du coup, en fait, dans ma vidéo, je disais, ouais, il faut absolument choquer, il faut absolument choquer. En fait, c'est pas qu'il faut absolument choquer. Le plus important, c'est d'être vrai à soi-même et de, comment dire, de répandre son message qu'on a envie de dire, de le dire de façon brute, sans s'excuser, sans dire s'il vous plaît, sans, voilà mon opinion, vous l'appréciez pas, c'est parfait, vous l'appréciez, tu vois, c'est parfait. Et essayer d'être trop humble, tu vois, essayer de paraître humble. En fait, je disais que c'est un problème parce que, voilà, ça diminue ton discours parce que tu dis, mais ça, c'est que mon opinion, j'ai pas envie de vous vexer, nani nanana. En soi, c'est, ce qui te détruit, c'est pas d'être humble, parce qu'en soi, c'est une véritable qualité d'être humble. Ce qui te détruit réellement, c'est de vouloir te faire passer pour quelqu'un de humble. Et c'est ça le truc qui nous détruit, c'est vouloir te faire passer pour. Donc je dirais, en condensé, je dirais que aujourd'hui, mon opinion, c'est plus ça. Je sais pas ce que t'en penses par rapport à ce truc de, tu vois, humble, ce qu'il faudrait plutôt se limiter, ou est-ce qu'il faudrait... Ouais, en vrai, tu vois, moi j'ai pas mal justement d'opinions qui pourraient être voilà, considérées par beaucoup de gens comme clivants, qui pourraient justement, tu vois, faire polémique. Mais récemment justement, j'étais tombé sur un post d'un créateur, Chris Williamson. Voilà, c'est un mec qui a un podcast, je sais pas si tu le connais. Et lui justement sur son post, il donnait 3 raisons non, je connais pas. de sortir des polémiques justement. Et la première raison qu'il donnait, c'est que déjà, tu seras plus connu pour tes opinions que pour ton travail. La deuxième, c'est que du coup, aussi, bah, ça allait te prendre, voilà, un peu de ta santé mentale, de ta paix intérieure, parce que forcément, bah, tu sais, ça va, voilà, il y a des gens avec qui, tu vois, sur certains sujets, par exemple, tu vois, la politique, la religion, c'est des sujets qui clivent, parce que c'est grave attaché à l'identité des gens. Et si tu donnes ton avis là-dessus, bah justement, tu sais, si tu le fais d'une manière trop brute et qui va renforcer en fait l'avis du camp pour lequel, voilà, qui a les mêmes croyances que toi, bah forcément tu vas vexer l'autre camp et tu vois, genre voilà, il y a une expression justement, tu vois, si tu te bats avec des cochons, vous allez tous les deux finir sales, sauf que eux aiment ça, tu vois. Et c'est un peu ça où des fois des gens, tu vois, ils se retrouvent dans des dans des cycles comme ça où ils se battent avec des gens, mais en vrai, tu vois, la majorité des gens, ils s'en foutent et ça salit leur image, en vrai. Parce que, tu vois, justement, il y a d'autres gens qui connaissent pas la majorité de leur contenu, qui vont s'arrêter aux phrases les plus choquantes, etc. Et troisième argument, c'est que, du coup, si tu veux aussi réellement convaincre quelqu'un, la meilleure manière de le faire, tu vois, c'est de le faire de manière vraiment compréhensive et posée, et de pas le faire de manière à ridiculiser la personne ou en étant agressif. Du coup, ouais, je sais pas, tu vois, je me tâte un petit peu parce que d'un côté, tu vois, je trouve ça un peu lâche en vrai tu vois, par exemple, par rapport à tout ce qui est cancel culture, etc. Si toi-même t'as une opinion que tu trouves juste et tu vois pas le mal dedans, de devoir se cacher, de laisser certaines choses passer, etc. si tu trouves ça inacceptable. Mais en même temps, est-ce que c'est mon combat principal? Est-ce que c'est le message principal que j'ai envie d'aborder? Est-ce que j'ai envie justement de retrouver ces tâches-là sur mon parcours alors que peut-être que même moi, je vais changer d'opinion plus tard? Je sais pas. Toi, t'en penses quoi de tout ça? En fait, ouais, c'est intéressant ce que t'as dit. Je pense que en soi, pour ce truc, c'est intéressant, mais en fait, pour moi, il faut que on peut se poser aussi la question avec qui on débat, avec qui on parle. Tu vois, quand je parle, si tu parles par exemple à une vidéo YouTube, à qui tu t'adresses en soi, quand la personne entre guillemets à qui tu t'adresses, en fait, c'est pas réellement une personne, mais c'est juste tu balances ton idée dans le monde. Pour moi, ça sert à rien en fait de mettre un packaging ou comment dire, de se limiter. Si t'as réellement une envie, tu sais, j'ai des opinions qui peuvent être hardcore, mais j'ai pas spécialement envie peut-être d'en faire un débat ou même de les partager. Mais il y a des trucs, peut-être parce que du coup j'ai une chaîne YouTube, bah il y a des trucs dans mon fond intérieur, j'ai vraiment envie de les partager, tu vois. On n'est pas obligé de, comment dire, être vrai, ça veut pas dire dire absolument tout ce que tu penses. Tu vois, ça veut absolument pas dire ça, tu vois, c'est pas, il y a une personne, tu la trouves moche, tu arrives devant sa gueule et tu te dis, toi t'es moche. Il s'agit absolument pas de ça, d'être vrai, parce que ça c'est absolument pas nécessaire en soi. Et donc du coup pour moi il y a déjà cette limite où en fait t'as pas besoin d'être un espèce de gros enfoiré, tu vois, en face des gens. Et après,
Donc, et après aussi, le fait de, par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu peux débattre et tu peux pas être d'accord, tu peux faire, comment dire, tu rentres un peu dans une bataille, tu vois, avec une autre personne parce que elle a des opinions différentes. Et pour moi, il y a un truc très intéressant à prendre en compte quand justement t'es en train de parler avec une personne qui n'a pas les mêmes opinions que toi. C'est un truc à comprendre par rapport à la personne, mais aussi quelque chose à comprendre par rapport à toi. Les personnes, et donc du coup, toi-même, bah en fait, on n'est pas nos opinions. Tu vois, on n'est pas nos opinions. On a des opinions, mais on n'est pas nos opinions. Et en fait, des fois, quand tu rentres dans un débat très échauffé et tu commences à te battre, en fait, t'as l'impression tout d'un coup, tu deviens ton opinion et que t'as l'impression que l'autre, elle sait son opinion. Et t'as l'impression que si on attaque ton opinion, c'est comme si on t'attaquait toi. Tu vois, on essaie de détruire ton identité. En soi, c'est pas du tout vrai. On n'est pas des opinions. Dans ta vie, les opinions, t'en prends. C'est comme des habits, tu vois. Tu t'en prends un, tu changes. T'as des opinions que tu vas garder toute ta vie. T'as des opinions. Tu vas changer régulièrement d'opinion. Tu vas faire évoluer ton truc. Et c'est pareil pour les autres, en fait. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de. Pour moi, il y a une différence à faire entre le fait de haïr une opinion et de haïr une personne. Et des fois, quand on est trop fort quand on est trop passionné dans un débat, en fait, on peut souvent fusionner les deux. On peut haïr la personne et l'opinion en une entité. Et c'est là où ça devient en fait néfaste. T'as pas besoin de détruire la personne. T'as juste besoin de, comment dire, de comprendre. En fait, pour moi, il faut les trucs des opinions, tu peux les détruire, tu peux les insulter, tu peux être violent par rapport à ça. La personne, c'est une toute autre, c'est une autre histoire. Pour les gens, quand t'es en face de quelqu'un, quand tu dois faire un débat, quand tu dois faire une discussion et que t'es pas d'accord avec l'autre personne, tu dois faire preuve d'empathie et de bienveillance. Pure empathie, pure bienveillance. Et pour les idées, pour ce qui est des idées et des institutions et bref, c'est un autre monde. Tu t'adresses pas à un individu. Pour moi, là, tu peux être sans pitié. Mais quand tu parles à un être humain, en fait, faut prendre conscience que t'es un être humain qui parle à un être humain et vous avez tous les deux vos opinions et que vous êtes pas vos opinions. Vous êtes là juste à échanger sur des choses que vous possédez. Vous êtes pas là en train d'essayer de détruire l'intégrité mentale de l'autre en soi. Ouais. Et en soi, donc du coup, moi, je me suis retrouvé déjà, et en fait, avec cette psychologie, je me suis retrouvé à plus avoir des débats violents en mode non, toi t'as tort, t'es juste un abruti, nanana, et là tu te rentres dans une guerre, à en fait parler avec des gens avec qui j'étais absolument pas d'accord et à avoir du coup plus un débat mais une discussion. Tu vois, t'as une discussion et vous faites un espèce d'échange, de partage d'idées. Et même d'ailleurs, tu vas être hyper bienveillant. Tu vas lui poser pourquoi tu penses ça et tout. Qu'est-ce qui t'a amené à croire ça, tu vois. Et réellement être convaincu que les gens ne sont pas, tu vois, genre vraiment, quand t'arrives dans une discussion, être convaincu que les gens ne sont pas leurs idées, ça te permet d'avoir une espèce de bienveillance et ça te permet en fait, c'est-à-dire de rentrer sous la carapace, tu vois, de rentrer sous la carapace, mais en soi aussi de laisser les autres, tu vois, pour mieux te connaître. T'as l'impression que non seulement t'arrives à mieux connaître la personne et à être, t'as l'impression de créer un échange d'idées. Tu vois, pas une confrontation d'idées, mais vraiment un échange d'idées. Et t'as l'impression que t'es en train de t'élever. T'es pas en train de te crisper, de mettre dans ta carapace. Et tout d'un coup, en fait, ton ego, il est en jeu. En fait, ton ego, il est plus en jeu. Vous faites littéralement un échange d'idées. Et souvent, en fait, c'est dans ces moments-là, en fait, que j'ai pu, réellement, dans cet échange d'idées, en fait, faire mélanger mes idées à l'autre personne et inversement. Tu vois, à la fin, chacun repart de son côté avec son opinion sur la situation à la fin. Mais en fait, quand, en fait, t'as cette énergie dans une discussion, tout le monde arrive de façon chill, tout le monde repart de façon chill et tout le monde repart aussi avec une nouvelle expérience et une nouvelle connaissance. Même si, en gros, je vais te prendre un exemple extrême, t'as un mec d'extrême gauche qui rencontre un mec d'extrême droite. Tu vois, on peut faire la bagarre, espèce d'enculé, t'es un enfoiré, t'es un extrémiste, moi je t'apprécie pas. Faut vraiment être un abruti pour penser ce que tu penses. Tu vois, les deux vont dire exactement ça. Et il y a le truc t'arrives dans une discussion et tu dis, je comprends exactement pourquoi tu penses ce que tu penses parce que toute ta vie t'a mené à penser tu vois, de cette façon et du coup je vais venir ici pour apprendre pourquoi en fait t'es venu à ces conclusions, tu vois. Et non seulement en plus t'as moyen d'être surpris, tu vois, de vraiment avoir créé une empathie et de vraiment créer une connexion plus forte avec l'opinion que tu n'apprécies pas et donc du coup d'avoir une meilleure compréhension de cette opinion, avoir un meilleur regard dessus. Et t'as l'impression aussi que tu peux avoir un meilleur regard aussi sur la tienne. Enfin voilà, je dirais que c'est vraiment ce truc de faire la différenciation entre opinion et être humain qui fait la différence dans une discussion et qui empêche ce truc de débat stérile et qui amène plutôt des discussions qui élèvent les deux parties. Ouais. Mais le problème, tu vois, c'est que justement sur Internet, si t'exposes tes idées, tu vois, tu peux pas mettre un disclaimer à chaque fois ou tu vois, justement, si, je sais pas, il y aura un TikTok qui sera fait à partir de tes propos.
bah forcément, tu vois, la partie des gens qui sont pas conscients de cette chose et pour qui, justement, tu vois, qui sont grave émotionnels par rapport à ce genre de sujet, peut justement t'attaquer, etc., puis te coller une étiquette, tu vois, qui est difficile ensuite à enlever si, par exemple, toi-même, tu changes d'opinion, si en fait, tu penses plus nuancé que ça. Pour moi, Internet, c'est... Tu vois, tout à l'heure, je te parlais justement de opinion et personne. Là, en fait, pour moi, c'est opinion et... comment dire? Là, t'es pas en face d'une personne. Tu vois, l'internet, t'es en face de personne. C'est ça le truc. T'es face, pour moi, quand t'es face à Internet, t'es face à toi-même. Et donc, du coup, tu peux littéralement déverser tes opinions de façon la plus extrême possible. Après, bien sûr, il y a des conséquences. Hein. Si tu dis que t'aimes bien Hitler, bah, tu vas voir la conséquence qui va suivre sur les réseaux sociaux. Mais en soi, pour moi, t'es en face d'une... Quand t'es en face d'Internet, t'es en face d'une machine. T'es en face d'une masse. T'es pas en face d'un individu. Et donc, pour moi, c'est un truc où tu peux te permettre d'être un peu plus extrême, parce que à la fin c'est comme tout, hein, tu vas tomber sur des gens que t'aimes bien et des gens qui te détestent, mais en soi le fait est que c'est un truc où tu peux après ça dépend si t'as peur ou pas des répercussions. Il y a des gens, ils veulent pas qu'il y ait des opinions qui les suivent dans la vraie vie. Pour Internet, en fait, c'est comment dire, c'est un jeu à plus de variables qu'une discussion être humain. Il y a beaucoup plus de variables et l'impact sur ta vie est vraiment très différent, parce que tu peux avoir tu sais, sur Internet, comment dire, tout est interconnecté, le social, le travail, le public, le privé. Tu vois, t'as une espèce de connexion transversale qui se fait entre tellement de choses, et les conséquences peuvent être vraiment tellement diverses et variées que c'est un jeu d'échecs complexe. Donc je dirais que là, en fait, je saurais pas trop te dire, parce que là, ça va dépendre justement de comment tu veux t'exprimer sur Internet. Ça dépend littéralement de c'est quoi tes objectifs avec Internet. Ça dépend juste de c'est quoi tes objectifs avec Internet. Est-ce que tu veux juste faire des connexions avec des personnes? Est-ce que tu veux transmettre ton opinion et créer mais en gros, si tu veux par exemple créer une chaîne, si tu veux créer un endroit où tu vas pouvoir divulguer ta connaissance, tes opinions, ton être en soi, pour moi, c'est hyper important et c'est hyper vital que tu ne polisses pas ton propos. C'est important que tu sois vrai, parce que tu vas pouvoir attirer, comment dire, la communauté qui te correspond, tu vas pouvoir attirer les connexions qui te correspondent, et t'as pas besoin d'avoir peur, en fait, en soi des répercussions négatives par rapport à ça, parce que t'as juste besoin de les ignorer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Internet, c'est avant tout une chimère. C'est pas quelque chose qui est, comment dire, t'as pas besoin de te soucier de tous les gens qui vont venir t'insulter ou qui vont venir te critiquer. C'est peu importe ce que tu dis, même si tu dis moi je suis pour la paix dans le monde, crois-moi, tu vas avoir des dislikes et des gens qui vont t'insulter si ton truc qui fait 1 million de vues, tu vois. C'est sûr, mais après, tu vois, justement, bah, il y a des sujets qui entraînent plus de répercussions, tu vois, sur ta possible carrière, sur tes enfants, sur ta sécurité physique, ou même, voilà, sur la fréquence d'insultes que tu vas recevoir. Mais ouais, je sais pas, je trouve que c'est vraiment à double tranchant, quoi. Exact. Impossible. Alors là, en fait, il peut pas y avoir de réponse à cette question, parce que, ou peut-être il pourrait y avoir une réponse, mais il faudrait 4 heures pour ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un jeu à multi-dimensions transversales. La stratégie, ça dépend de qu'est-ce que tu veux. Ça dépend de la taille de ton audience. Tu vois, la taille de ton audience, ça fait tellement de choses. Tu peux avoir, si t'as plusieurs millions d'abonnés, juste un petit travers, tu vois, c'est oh, il a dit tu sais, il a dit une dinguerie, alors qu'il a dit bon, il a rien dit, en fait, tu vois, mais c'est juste un petit truc, ça peut être alors que là, des fois, t'as des mecs, ils ont 1000 abonnés, ils sortent des dingueries de malades mentaux, tu vois. Et en fait, il est juste avec sa tribu, en fait. Tu vois, ils sont dans leur coin d'internet. Tu vois, ils sont sur un espèce de microcosme où ils se lâchent des dingueries entre eux. Et en soi, ils sont dans leur microcosme. Mais quand t'as une espèce d'une énorme communauté, en fait, t'es en face d'un espèce de mastodonte, une espèce de créature difforme avec, tu fais le moindre petit geste et il se passe un truc. C'est pour ça que c'est très complexe. À quel point, tu vois, t'as ta jauge. À quel point t'es capable de gérer l'agréable, le désagréable, les conséquences, la taille de ton projet, qu'est-ce que tu veux faire avec ton projet. En soi, c'est à chacun de juger à quel point il a envie d'aller loin dans ses propos, quels sont ses propos, quelle est sa cible, quelle est la taille de sa communauté. Et en soi, il suffit juste de se poser la question, est-ce que les conséquences, je peux les accepter. Tu vois, c'est juste, voilà, pour moi, en gros, le truc universel, c'est juste la jauge de à quel point t'as envie de dire ce qui est à l'intérieur de toi, et à quel point les conséquences peuvent être autres par rapport à ce que tu t'as envie de dire, ce que t'as envie de partager. Et en soi, après, tu fais ton ratio. Ah, je suis pas capable de vouloir souffrir autant,
Peut-être t'as des gens, ils peuvent plus sortir de chez eux. Tu vois, t'as des gens, ils sont tellement grands qu'ils peuvent pas sortir de chez eux, ils peuvent pas dire un mot de travers sans recevoir des menaces de mort, sans que on retrouve l'adresse où il y a ses enfants, ou tu vois, c'est invivable ça. Ça dépend aussi de ton infrastructure. Est-ce que tu vis en ville? Est-ce que tu vis à la campagne? Même ça joue en soi. Donc complexe, il s'agit juste de voilà. Il y a énormément de facteurs, ouais. Ouais, c'est juste en fait de qu'est-ce que tu veux. Mais en soi, je suis plus du côté d'être avant tout vrai à soi-même. Et si après on veut être prudent, il y a une façon aussi de dire les choses, et c'est aussi un talent de savoir comment dire les choses de façon naturelle, sincère par rapport à ses vraies convictions, mais aussi de bien le malayer pour le donner le donner aux autres. C'est aussi un art de savoir rester fidèle à soi-même, mais d'avoir comment dire une prestation publique phénoménale qui permet d'avoir le meilleur résultat possible. C'est aussi un art, voilà, parce que aussi je vais pas dire que c'est un art plutôt de il y a le côté inverse où tu déformes ton propos et tu diminues jusqu'à limite à le détruire, et pour le public ça c'est pas un art, justement ça c'est la défaite. Quand t'es vraiment à un certain niveau, tu peux dire des dingueries de l'espace malade mental, mais tu le dis tellement d'une bonne façon qu'en fait ça passe. Après ça c'est un art à développer, et chacun devrait juger de ses compétences pour savoir qu'est-ce qu'il peut dire, dans quelles circonstances, comment il peut le dire. Internet c'est un jeu dangereux des fois. Ok, franchement on a fait le tour du sujet, je trouve. Enfin en tout cas ouais, comme t'as dit, on pourrait encore plonger dessus pendant longtemps, mais juste avant de te laisser, je voulais quand même aborder un petit peu au moins ta dernière vidéo. Et du coup ouais, je vais te lancer sur le postulat, tu vois, de ta vidéo, qui est de dire que tout le monde croit en Dieu, même si on pense que non, et que tu vois tout le monde y croit sans le savoir. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? En soi, je voulais dire que Dieu, c'est pas. En fait, avec cette vidéo, je voulais vraiment agrandir la conscience des gens sur qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est le divin, et en fait pourquoi il est dans le comment le divin est dans la vie de chacun sans qu'on ait forcément conscience de ça. Et je vais m'expliquer sur ce point. En fait, je voulais expliquer aux gens que Dieu, c'est pas juste le bonhomme dans le ciel qui est pas trop content avec ses enfants et qui envoie des punitions divines, comme c'est écrit dans beaucoup de livres divins, mais qu'en fait, Dieu, c'est littéralement un outil, une conception mentale, une expérience qui est inévitable à l'être humain. Et je le dis dans la vidéo de cette façon, c'est-à-dire que notre esprit et notre corps, ils sont soumis à des règles pour fonctionner, des règles dont on n'a pas conscience. C'est juste que on est soumis à ces règles pour pouvoir fonctionner. Et en fait, c'est pour ça qu'on a cette en soi, c'est un peu comme si tu vois notre esprit et notre corps, c'était du hardware. Tu vois, c'est vraiment du composant électronique, et que t'as du software, t'as du logiciel pour faire fonctionner tout ça. Et en fait, Dieu, pour moi, c'est du logiciel pour l'esprit humain. Et c'est impossible, tu peux pas retirer le logiciel, tout simplement, parce que sinon, un être humain ne peut pas fonctionner sans croyance supérieure à lui. En gros, on va tous croire en quelque chose au-dessus de nous. Après, ça s'est cristallisé. Pour moi, la religion, c'est quelque chose qui s'est cristallisé à partir de ce logiciel. Parce que non seulement à la base, c'est inévitable, mais à la fin, tu vois, on en fait, quand on le conscientise, quand ça arrive à un niveau de conscience humaine au fur et à mesure des millénaires, et ben ça se cristallise en la religion, la foi, etc., etc. Mais en soi, c'est inévitable. On ne peut s'empêcher de se créer une matrice au-dessus de nous avec certaines règles, et nous se mettre dans cette matrice, tu vois, et on est soumis à cette matrice, on est soumis à ces règles, et tout fonctionne selon en fait le projet de la matrice, tu vois, en soi. Et après, ça se décline sous tellement de formes différentes parce que chacun sa vision de la vie, tu vois. T'as des gens, pour moi en fait, t'as ce truc marrant, t'as des gens qui croient en la science comme des religieux croient en Dieu. En soi, ils comprennent rien à la science. Ils comprennent rien à la logique, ils comprennent rien, mais ils ont une foi, tu sais, dans les symboles, tu vois, ils ont une foi dans les symboles. Il suffit de porter une blouse blanche pour que le symbole de ce que ça représente t'écrase, tu vois. T'as quelqu'un qui arrive en blouse blanche avec le truc de docteur, etc. Et il arrive en face de toi, il te dit des trucs que tu comprends pas trop, mais oui, tu vois, tu t'es là, oui, t'as une foi en fait, t'as une espèce de foi, parce que pour toi c'est un truc qui te dépasse, un truc tellement supérieur, c'est un truc que t'idéalises. Et en soi même, c'est un biais psychologique qui est inévitable. Et ça, le truc du médecin et de la santé, c'est quelque chose d'infime, parce qu'en fait, ce concept, il existe dans tellement de choses dans notre existence, dans le monde, que c'est quelque chose d'inévitable. Et même, c'est utilisé à mauvais escient contre nous à travers tellement de choses. La télé, le divertissement, la publicité. Et d'ailleurs même, j'ai une histoire marrante par rapport à ça, c'est que Nestlé, grosse corporation qui est là pour avant tout faire de l'argent, une société un peu de salauds, de serpents, justement ce qu'ils ont fait, c'est qu'à un moment ils ont fait une campagne en Afrique
pour écouler de la poudre pour bébé. Et en soi, ils le faisaient dans des pays, parce que voilà, c'est un nouveau marché. Imagine, en gros, on peut ouvrir au continent africain notre nouveau produit, on pourrait écouler tellement d'argent, enfin tellement de produits, ça nous ferait tellement d'argent. Sauf qu'en fait, pour de la poudre pour bébé déjà, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le mélanger avec de l'eau. Et en soi, t'as des pays, t'as certaines régions en Afrique, l'eau n'est pas potable. Et donc, va donner de l'eau pas potable à un nourrisson. Ça le tue, c'est tout simple. Ça le tue. Et ils le savaient quand même, et ils ont écoulé leurs produits là-bas. Sauf que comment tu vas faire pour que les gens prennent l'habitude d'utiliser de la poudre pour bébé, alors que là-bas, les femmes allaitent avec le sein? Comment tu vas changer cette croyance chez les gens? Comment tu vas les influencer? Par le biais surpuissant de la foi en la science et la santé. Tout ce qu'ils ont fait, c'est ouvrir des stands, justement dans ces régions d'Afrique assez précaires, où il y avait pas d'eau potable. Ils ont installé des stands avec des femmes qui allaient justement donner des samples de cette poudre pour de cette poudre pour bébé. Et les femmes, elles arrivent là-bas. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que les femmes, ils les habillent en infirmières. Parce que en soi, ils savaient que le biais, tu vois, de juste l'attirail, le symbole, ce que ça symbolise, c'est de la foi, c'est de la croyance. En soi, les femmes n'étaient pas infirmières. Ces femmes à ces stands n'étaient pas infirmières, mais elles étaient juste commerciales. Mais elles les ont habillées comme des gens de la médecine. Et en soi, les femmes, elles arrivent là-bas avec leur bébé, on leur passe des samples. Et en fait, elles ont l'impression que, tu vois, en suivant ce symbole, en fait, elles vont faire du bien à leur bébé, elles vont donner de la nourriture, ça va être un peu comme un médicament, ça va les aider, et ça va bien nourrir leur bébé. Le fait est qu'elles donnent des samples, déjà, ils donnent des samples gratuits pour habituer les mères à donner, justement, la poudre pour le lait à leur bébé. Et à la fin, assez de temps se passe pour que les mères ne produisent plus de lait. Donc en fait, elles sont obligées maintenant qu'elles produisent plus de lait, elles peuvent plus nourrir naturellement leur bébé, elles sont obligées d'acheter, tu vois, la poudre pour bébé et de les nourrir avec, en plus, le mélanger avec l'eau non potable, etc. Donc déjà, c'était vraiment le pire coup de pute faisable par une entreprise. Et ils l'ont réussi avec ce truc de la foi, tu vois, avec ce truc à la foi dans un symbole. En soi, des fois, c'est juste ça, tu vois, un costume cravate, c'est un symbole. C'est un symbole qui implique d'autres choses. L'attirail du médecin, l'attirail du scientifique, c'est un symbole qui implique autre chose. Et en fait, en soi, on a plus foi en ces symboles qu'on a une compréhension logique par rapport à ces symboles. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En soi, on a plus foi en la science qu'on ne croit réellement et qu'on ne comprend la science. On a plus foi dans les symboles de la finance, dans les symboles de l'État, qu'on a une réelle compréhension du fonctionnement de tous ces mécanismes complexes. Justement, j'étais en train de lire il y a pas longtemps le livre Sapiens. Je pense que tu vois ce que c'est. Et justement, il revenait sur le fait que les entreprises, la monnaie, l'État, c'était aussi des croyances. Et que justement c'était des choses qui nous permettaient de fonctionner en tant que qu'espèce tribale. Et en tout cas ça rejoint bien ce truc. Mais l'autre question que j'ai à te poser, c'est comment est-ce que t'es arrivé justement à changer d'avis? Parce que tu disais que justement avant t'étais très athée et que justement tu prenais de haut, par exemple t'avais deux camarades qui avaient un débat sur leur religion respective, christianisme, l'islam, et que toi justement tu les prenais de haut et que t'avais changé d'avis parce que justement t'avais eu cette prise de conscience là que toi aussi t'étais faillible à certaines croyances. Mais comment t'as changé d'avis? Oui, donc du coup, comme tu l'as dit au début, c'était ça, hein, très croyant, Dieu c'est de la connerie. Et en soi, après, justement, j'ai eu cette réalisation en fait, c'est ma croyance, tu vois, c'est la croyance que j'ai installée dans mon logiciel. Ça veut pas dire que c'est la réalité. Parce que quand je regarde dans le monde, en fait, maintenant, tout le monde a son propre logiciel de croyance. Et je me suis dit, ok, d'accord, c'est quoi le truc universel? C'est quoi le truc qui pourra me rapprocher le plus de la vérité, le plus de la réalité? Et en soi, plus en gros je me suis questionné sur ce truc, plus j'ai expérimenté en fait cette façon de penser, plus j'ai remarqué qu'en fait on peut pas se passer une croyance qui nous dépasse. On peut pas se passer du fonctionnement de la foi. Les gens qui acceptent le fonctionnement de la foi comme logiciel, tu vois, en eux, ils ont généralement un meilleur fonctionnement en tant qu'individu que les gens qui ont une perte totalement de foi, qui ne veulent pas avoir la foi, qui ne veulent pas avoir de croyances, ou qui veulent pas conscientiser de croyances supérieures. Le fait de vraiment se plonger dedans à fond, c'est accepter une réalité où tu peux pas, sur laquelle tu peux pas échapper. Après, quel type de croyance tu peux avoir en termes de Dieu, tu vois, quand tu arrives à conscientiser ça, en vérité, je me dis,
Maintenant, Dieu, pour moi, c'est plus l'univers, l'existence elle-même, tu vois, cette espèce de d'écoulement logique de la causalité, en fait, inévitable qui se fait. Et pour moi, maintenant, en fait, Dieu, c'est plus ça, tu vois, c'est cette espèce de fusion de concepts un peu ésotériques qu'est la destinée avec la logique et tu vois, la logique, la science, les lois de la physique et l'écoulement de l'univers, l'entropie, ce genre de choses. Et pour moi, il y a une espèce pour moi, Dieu, c'est devenu une espèce de fusion de cette compréhension ésotérique qu'est la conscience, la destinée et ce truc vraiment très scientifique de la matière et la causalité. C'est pas très clair, mais c'est parce que c'est toujours, comment dire, ouais, c'est complexe comme sujet. Et pour moi, c'est un sujet, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui n'a pas besoin d'être vraiment conscientisé. En fait, pour moi, c'est un sujet c'est important, en fait, peut-être de le ressentir en soi. Tu vois, les gens qui ont la foi, ils le ressentent en soi. Et en fait, c'est le fait d'avoir une foi dans ton avenir, c'est le fait d'avoir une foi dans les concepts qui te dépassent, tu vois, c'est d'avoir accepté. Tu vois, par exemple, le stoïcisme, pour moi, c'est une sorte de religion, tu vois, parce qu'au lieu d'avoir foi, pour moi, le stoïcisme, c'est avoir foi en la causalité. Est-ce que tu peux changer ce truc? Oui. Bah alors change-le. Est-ce que tu peux changer ce truc? Non. Alors ça sert à rien de s'inquiéter, tu vois. C'est accepter les choses. Et en fait, c'est un peu, tu vois, ça n'a rien, ça ne parle pas de Dieu qui est dans les nuages et du paradis et de l'enfer. Mais ça rejoint énormément cette psychologie de soit Dieu il te donne des bons trucs et t'es reconnaissant, t'es content, soit Dieu il te donne pas les bons trucs et c'est les épreuves, il faut les accepter et en faire une vie meilleure. Tu vois, ça revient au même, c'est ce truc, c'est ce logiciel de ta foi dans le déroulement et l'écoulement de la vie, que tu le comprennes de façon spirituelle ou que tu le comprennes de façon matérielle et logique. Tu vois, c'est cette foi en ce qui va arriver, c'est cette foi en quelque chose qui te dépasse, tel l'inévitable futur. Non, bah c'est clair. Je sais pas si je me suis bien exprimé. Je vois vraiment où tu veux en venir. Mais du coup, tu trouves pas qu'il y a quand même je sais pas, parce que du coup, tu vois, si on part du principe que t'as une foi, mais qu'elle peut pas être changée, c'est quand même assez différent que, tu vois, avoir des croyances, mais qui pour toi sont réfutables. Et si justement tu trouves qu'elles desservent plus au groupe ou qu'elles te desservent plus à toi, ou qu'elles sont infirmées ou affirmées par la réalité, elles changent. Et Oula, est-ce que là, j'ai pas trop compris. Est-ce que tu aurais un exemple? Je veux dire que quelqu'un de religieux qui a la foi, il pourra pas changer d'avis. Tu vois, si tu lui demandes qu'est-ce qui pourrait arriver qui fait que demain tu changes d'avis, bah rien en vrai, tu vois, parce que justement, ça fait partie de son identité, et il y croit profondément et en vrai, peu importe les événements qui arrivent, il aura toujours cette foi. Mais si par exemple, moi j'ai foi en la nation, tu vois, ça me fait sentir quelque chose à l'intérieur, justement j'ai foi en ce truc, en ce principe fictif, mais que demain je trouve qu'il y a une meilleure alternative et qu'en vrai, c'est pas ouf le nationalisme et tout, voilà, je sais pas, on peut mieux faire. Bah, tu vois, je peux toujours changer ce point de vue. Et donc tu dirais que, enfin, la conclusion que tu prendrais de ça, ce serait quoi? Genre les croyances, certes on peut pas y échapper, mais je vois quand même, tu vois, une nuance entre genre vraiment les croyances qui sont inchangeables et celles que tu vois qui restent soumises à ton expérience de la vie et à ce que tu vas expérimenter. Je vois ce que tu veux dire. Mais en gros, c'est-à-dire que non seulement il y a plusieurs trucs intéressants par rapport à ça, c'est que en fait t'as les croyances ancrées très profondes et t'as les croyances moins ancrées, tu vois, c'est plus une opinion que t'as sur l'instant et peut-être que dans un an ça va changer. Tu vois, c'est quelque chose, c'est un terrain plus glissant, mais c'est quelque chose du coup de plus malléable et plus adaptatif. Je dirais que où est-ce qu'il est le juste en fait dans cette espèce d'entre-deux, c'est que en soi, c'est réussir à voir la vérité, comment dire, c'est un talent aussi, mais c'est réussir à voir la réalité pour ce qu'elle est. C'est assez compliqué, mais quand tu vois en fait la réalité pour ce qu'elle est, t'arrives à voir en fait c'est quoi le dénominateur commun des règles qui régissent, parce qu'en fait c'est à dire que oui, il y a bien sûr en gros, imaginons que quelqu'un a une croyance totalement pourrie et extrêmement ancrée, tu vois, et c'est une croyance qui va pas l'aider dans la vie, et c'est une croyance totalement éclatée et pourrie. Là, en soi, en fait, c'est-à-dire que c'est inévitable. Les croyances profondes, elles sont inévitables. Et le mieux, c'est de pouvoir conscientiser, en fait, c'est quoi nos croyances profondes. Parce que tu sois, tu sais, très religieux ou extrêmement athée, tu vois, des fois, en fait, il s'agit pas de en quoi tu crois, il s'agit de pourquoi tu crois dans certaines choses. Des fois, on croit dans certaines choses pour les mauvaises raisons. Tu vois, on y croit parce qu'on n'y a jamais réfléchi. Des fois, on y croit juste parce qu'on nous a mis ça dans la tête quand on était gamin. Maintenant, ça a pas bougé. Et c'est juste très ancré. Ça se trouve, c'est de la merde. En fait, la solution à ça, c'est la remise en question. Tu vois, la constante remise en question et comprendre que, en soi,
la réalité, c'est quelque chose que, tu vois, l'esprit humain et la réalité, c'est deux choses différentes. Et que, en soi, pour moi, ça c'est mon opinion, mais l'esprit humain est imperméable à la réalité. Et la plus grande réalité qui puisse exister, c'est la constante recherche de la réalité. C'est l'inévitable course pour la vérité qui ne s'arrête jamais. Et tu peux te remettre en question en te disant pourquoi je crois plus à ça, pourquoi je crois plus en ce truc. Tu as des trucs qui peuvent être très profonds et donc du coup tu peux peut-être pendant des années tu es là à croire dans une certaine croyance, religion et tu te dis ah mais en fait pourquoi je crois en ça? Est-ce que c'est vraiment parce que c'est la vérité ou est-ce que c'est parce que ça a été quelque chose qui a été implémenté en moi il y a très longtemps? En soi c'est, tu vois, ce truc de bien utiliser la croyance, c'est comprendre que c'est inévitable et donc du coup que il y a des croyances qui t'ont été insufflées depuis ta naissance de façon très jeune, tu vois, de façon inconsciente, et qui sont très ancrées en toi, et que plus t'avances dans la vie, plus t'as des croyances qui arrivent, mais c'est des croyances moins ancrées. Et de comprendre, en gros, cette espèce d'univers de la croyance, avec ses profondeurs, ses mécanismes, comment tu peux les changer. Mais en soi, se conscientiser le fait que la croyance est inévitable, ça te permet déjà d'avoir un regard sur le fait de, tu vois, de comment tu pourrais te placer par rapport à tes croyances, comment tu pourrais les déplacer, en soi, c'est difficile tu sais, si t'as une croyance qui est très profonde, tu peux pas la prendre et hop, la jeter, tu vois. Ouais. Même si t'as envie de changer, quand c'est ancré, tu vois. Mais pouvoir le conscientiser, c'est déjà faire un pas dans le fait de comment je pourrais utiliser cette croyance pour la déplacer dans mon grand puzzle de croyances. Voilà, c'est un espèce de gros travail à faire sur toi, enfin, à faire sur soi qui est très, comment dire, limite, c'est le travail d'une vie, tu vois, ça s'arrête jamais, je dirais. Je sais pas ce que t'en penses par rapport à ce truc voilà, de croyance. Toi, tu penses qu'on peut changer de croyance facilement? Bah, comme t'as dit, en vrai, déjà, faut en prendre conscience. Puis aussi, faut apprendre à croire pour les bonnes raisons, tu vois. Et même si tout à l'heure, dans la première partie du podcast, tu vois, on disait justement que l'instinctif, tu vois, primait sur, voilà, on va dire le rationnel qui a parfois ses limites parce qu'il compose pas vraiment avec tous les éléments de la réalité. Bah, tu vois, il y a quand même être conscient, par exemple, je sais pas, de l'existence des biais humains, tu vois, ça peut te permettre de remettre en question certaines croyances ou juste les tester, tu vois. Les tester, se dire pourquoi je fais ça, est-ce que je pense ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que je peux expérimenter pour savoir si c'est vrai. Tu vois, on sera toujours limité dans notre appréhension de la réalité, mais on peut quand même faire un effort pour s'en rapprocher, tu vois, et d'autant plus si ces croyances-là nous desservent. Ouais, moi je suis d'accord. Mais c'est quand même, comment dire, c'est quelque chose d'assez complexe. Mais en gros, ouais, ce truc de conscience, en fait, enfin, et même d'opinion, c'est très complexe parce qu'en fait, nos croyances, elles sont liées à tellement de choses complexes en nous. Tu sais, t'as le conscient, l'inconscient, le subconscient, et tu sais, le lien complexe qui s'échange entre tous ces mécanismes. Ça fait que t'as un espèce de, en fait, comment dire, pouvoir comprendre ce mécanisme et pouvoir le changer, en fait, c'est pas hop, j'ai compris un truc, donc je peux le retirer. En fait, ça est vraiment une espèce littéralement de puzzle où tu bouges un élément et t'as toute la structure qui change de forme. Tu vois, c'est vraiment une espèce de mécanisme vraiment très complexe et pouvoir essayer de comprendre comment il fonctionne. C'est pouvoir essayer de comprendre comment fonctionne son esprit, comment fonctionne l'esprit des autres et comment fonctionne en soi, du coup, le monde. Et c'est déjà, je pense, une espèce de connaissance assez phénoménale, juste commencer par ce point qui est sa propre croyance. Ouais. Et donc je pense que c'est, comment dire, chacun peut en fait gagner à essayer de décortiquer, de se comprendre un peu soi-même. Bah, totalement d'accord. Bon, bah, franchement, c'est pas que ça m'intéresse pas, hein. J'aurais bien aimé encore continuer à discuter, mais on a déjà dépassé sur ce qui était prévu. Bah, du coup, je vais te demander, voilà, de me dire un petit peu si t'as des trucs à mettre en valeur. En off, tu m'as parlé justement de ta marque de vêtements. Est-ce que t'as des projets à suivre? T'as ta chaîne YouTube aussi, des choses à promouvoir? Bah juste, je vais essayer de continuer YouTube, je vais voir ce que ça donne, la petite aventure YouTube. Je vais poster une vidéo par semaine, donc voilà, s'il y a des gens que ça peut intéresser, voilà, une vidéo par semaine, on va essayer de faire des trucs intéressants, d'ouvrir des esprits. Puis après, principalement, ça va être ça prochainement, et donc du coup, voilà. Et du coup, comment tu définirais un petit peu, je sais pas, ta niche ou ton envie avec ta chaîne YouTube? Est-ce que c'est quelque chose d'assez libre ou t'as une direction précise que tu souhaites prendre? Là, en fait, je vais commencer, c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait, mais là, c'est du coup, à partir de maintenant, c'est quelque chose que je vais commencer. En gros, mon but, ça va être vraiment de pouvoir offrir une nouvelle perception du monde, montrer que
en tant qu'être humain, en fait, tu peux, littéralement ce qu'on a dit au début, tu vois, c'est que tu peux percevoir la vie totalement différemment, et donc du coup vivre une vie différente. Tu peux, comment dire, grâce à tes croyances, vivre une vie de rêve, vivre une vie exceptionnelle. Et donc du coup, j'ai envie à travers ma chaîne YouTube de montrer à quel point le monde, l'esprit, l'expérience humaine peut être vaste, peut être plus incroyable, phénoménale qu'on peut le penser à premier abord. Et donc du coup, c'est ça que j'ai envie de transmettre pour transmettre en gros donner cette envie en fait de pouvoir créer, d'être un créateur, pas un consommateur dans sa vie, et d'explorer le monde, d'explorer son esprit. Et ça va être principalement axé du coup sur ces différents points. Bah, franchement, ça promet. Déjà, moi, j'ai trouvé tes dernières vidéos, franchement, super clean, super intéressant, super bien monté. Ça fait plaisir de voir un petit peu des gens ramener ces sujets sur YouTube. Merci mon gars, ça fait plaisir. On essaye, on va voir ce que ça va donner. Ouais, du coup, on va conclure le podcast. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée.